Docteur Synapse. Et voici le deuxième épisode de Cas clinique surprise. Le titre de la vignette: Trop fatigué. On se concentre. On commence maintenant. Sklodowska est une femme de 25 ans, enceinte de 24 semaines. Elle se présente chez toi pour diplopie, c'est-à-dire vision double, depuis 6 semaines de façon intermittente, et chute de la paupière droite depuis 4 semaines, aussi de façon intermittente. Elle te dit qu'elle est très fatiguée et principalement à la fin de la journée. Pas d'antécédents particuliers. À l'examen physique, tu as juste une ptose de la paupière droite, le reste sans particularité. À quoi tu penses? Bon, tu la rassures, tu lui dis qu'il n'y a rien de particulier, qu'il faut juste qu'elle se repose et qu'elle prenne des vitamines. Voilà, tu la remballes chez elle, tout simplement. 3 mois plus tard, elle revient chez toi. Elle te dit que les symptômes se sont aggravés. Cette fois-ci, elle voit double quelquefois. La paupière qui tombe, maintenant, c'est des deux côtés, avec difficulté à mâcher et aussi à avaler, tellement qu'elle doit tenir sa bouche quand elle mange. Il y a aussi une faiblesse, surtout des muscles axiaux et proximaux. À l'examen physique, tu as un ptosis qui est très important des deux côtés, avec une hypotonie des membres. Elle te dit aussi qu'elle a accouché récemment et que son enfant était hypotonique à la naissance. Bon, je te laisse quelques secondes pour deviner. Si t'as toujours pas trouvé, je te donne un indice. Tu lui mets la glace au niveau des deux paupières pendant 3 minutes et après, voici le résultat. La chute de la paupière s'est fortement améliorée. Alors, les anticorps anti-acétylcholine reviennent positifs, les anticorps anti-musc négatifs. À l'électromyographie, lors de la simulation répétée, on a une diminution de l'amplitude de plus de 10%. C'est donc la myasthénie. Le traitement instauré durant l'hospitalisation par pyridostigmine entraîne une amélioration monstrueuse. On complète le bilan par une radio de thorax. On voit un élargissement du médiastin. La patiente avait un thymome. Celui-ci est souvent associé avec la myasthénie. Elle subira par la suite une thymectomie. Si pour toi tout ceci est un mystère et que tu n'arrives pas à comprendre la myasthénie, cette vidéo est destinée pour toi. Tout d'abord, la pathophysiologie. Voici d'abord une jeune fille. Je vais zoomer sur sa paupière. Pour qu'elle puisse surélever sa paupière, il y a un nerf qui est collé à un muscle. Cette connexion entre la fibre nerveuse et la fibre musculaire est la plaque motrice. C'est un type de synapse. Bon, comment se fait cette transmission synaptique? L'influx électrique arrive au niveau de la fibre nerveuse, ce qui entraîne l'entrée de sodium, ouverture des canaux Ca2+, entrée massive de calcium, dépolarisation. À l'intérieur se trouvent beaucoup de petites vésicules contenant de l'acétylcholine. D'où vient l'acétylcholine? Choline vient de l'alimentation, l'acétyl vient des mitochondries. Acétyl plus choline, acétylcholine. Grâce à l'entrée massive de calcium, dépolarisation, ouverture des récepteurs aux vésicules contenant l'acétylcholine, exocytose des vésicules avec libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique. L'acétylcholine se fixe ensuite sur les récepteurs nicotiniques, ce qui entraîne la contraction musculaire. Sans rentrer dans les détails, MuSK est un récepteur à activité tyrosine kinase qui permet le recyclage continu des récepteurs nicotiniques. Lors de la myasthénie, on a des méchants anticorps qui vont s'attaquer aux récepteurs à acétylcholine. Avant de passer à la pathophysiologie, qu'est-ce qui se passe dans la plaque motrice de façon physiologique? Donc, l'acétylcholine se lie au récepteur nicotinique, ce qui entraîne une contraction musculaire. Dans ce cas de figure, au niveau de la paupière, ça permettra d'ouvrir les yeux ou de sourire. Passons à la pathophysiologie. Pour la myasthénie,
Les anticorps vont se lier au récepteur nicotinique, empêchant l'acétylcholine d'agir. Et donc, pas de contraction musculaire. Tu auras ainsi une difficulté à soulever ta paupière. Ptosis. Avec une bouche qui tombe. En dehors du blocage des récepteurs, le système du complément peut aussi s'activer. Celui-ci peut détruire les récepteurs et causer des trous. On peut aussi avoir une formation de cluster avec endocytose des récepteurs nicotiniques qui vont être lysés par des lysosomes. Un deuxième type d'anticorps, les anticorps anti-musc, qui vont empêcher le renouveau des récepteurs. Tous ces mécanismes sont responsables de la myasthénie et entraînent une contraction musculaire déficiente. Deuxième partie, les signes et les symptômes. Ça touche bien plus les femmes, entre 20 et 30 ans, et pour les hommes, c'est plutôt la soixantaine. Dans le monde, 700 000 personnes sont atteintes de myasthénie. Voici une jeune femme de 20 ans qui est en bonne santé. Les méchants anticorps de la myasthénie aiment en premier les muscles oculaires avec une chute de la paupière, ptosis. Ça peut aussi atteindre les nerfs crâniens avec une diplopie, souvent à la fin de la journée. En second, les anticorps aiment le bulbe. Atteinte des muscles de la face, ça peut encore s'aggraver avec atteinte de la mastication. Le patient te dit qu'au fur et à mesure qu'il mange, à un certain moment, il doit tenir sa mâchoire car elle tombe. Ici, notre jeune patient n'arrive plus à tenir sa sucette. Ça peut être encore plus grave avec atteinte de la déglutition. Le patient n'arrive plus à bien avaler. Rejet de liquide par le nez ou par la bouche. Après, ça peut toucher la voix. Le patient, au fur et à mesure qu'il parle, il va se fatiguer. Dites-lui juste de compter de 1 à 30. Et quand il arrive à 25, par exemple, là, il est crevé. En troisième, ça peut toucher les muscles proximo-axiaux. Petite astuce, la myasthénie touche les muscles du haut vers le bas. Et pour finir, une crise myasthénique peut être très sévère avec atteinte des muscles respiratoires, insuffisance respiratoire sévère, nécessitant quelquefois une ventilation mécanique. D'un autre côté, sachez que la myasthénie n'entraîne pas de troubles sensitifs et les réflexes restent normaux. Les femmes enceintes qui ont une myasthénie sont à risque de crise myasthénique post-accouchement. Garde ça à l'esprit. Pour résumer, la myasthénie se caractérise par un déficit moteur qui est variable, qui peut apparaître ou s'aggraver à l'effort. C'est un déficit moteur variable. Tu peux avoir un examen physique complètement normal. Bon, cette troisième partie, je vais la consacrer aux médicaments. Et pour l'illustrer, on va parler d'un cas clinique. Reprenons Madame Curie qui est atteinte de myasthénie. Cette fois-ci, elle se plaint de pyurie et de pollakiurie. Elle est quand même transpirante et tachypnéique. Une température à 39 et une petite tension artérielle 90-60. À quoi tu penses? C'est bien une infection urinaire sévère. Que vas-tu donner comme traitement? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Tu la traites par ciprofloxacine, un shot d'aminoglycoside, et tu fais ensuite un uroscan avec injection de produits de contraste iodé. Juste après, la patiente passe en insuffisance respiratoire sévère. Eh ben, mais que s'est-il passé? Sache qu'il y a pas mal de médicaments qui sont contre-indiqués lors de la myasthénie. Les antibiotiques, comme les aminoglycosides, fluoroquinolone et macrolide. Les bêta-bloquants. Les antiarythmiques. Évidemment, les bloqueurs neuromusculaires. Mais aussi les produits de contraste. Il existe en plus une panoplie d'autres médicaments. La myasthénie peut être confondue avec d'autres pathologies. Ici, je vais te mettre juste quelques exemples. Une fatigue générale peut ressembler à une myasthénie. La différence est que la fatigue générale y est souvent une cause sous-jacente, anémie, déconditionnement ou pathologie psychologique. La sclérose latérale amyotrophique, où on a des réflexes extrêmement vifs, elle ressemble à la myasthénie parce qu'elle peut toucher le bulbe
avec atteinte de la face, dysarthrie ou dysphagie. Mais la diplopie et la ptose sont assez rares. Pour la SLA, il y a une atteinte du motoneurone supérieur. On a une hyperréflexie avec Babinski qui est positif, mais aussi du motoneurone inférieur avec atrophie et quelquefois des petites fasciculations. Le syndrome de Lambert-Eaton. Le diagnostic différentiel avec les myopathies est souvent assez difficile. La pathophysiologie ressemble beaucoup à la myasthénie, avec atteinte de la jonction neuromusculaire et plus spécifiquement des canaux CA2+. Pour les différences, en premier, ça atteint plutôt les muscles proximaux des membres inférieurs, avec une atteinte du bas vers le haut, alors que la myasthénie c'est le contraire. C'est plutôt du haut vers le bas. Aussi, on a une amélioration des symptômes à la fin de la journée, alors que pour la myasthénie c'est le contraire. Pour l'électromyographie, la simulation répétée améliore les symptômes, myasthénie, le contraire. Recherchez toujours lors du syndrome de Lambert-Eaton un cancer associé. Souvent, cancer pulmonaire à petites cellules. Pouf, trop d'infos, laisse-moi respirer. Bon, cette fois-ci on passe au diagnostic différentiel de la ptose. Le botulisme. C'est une maladie qui est paralysante rare mais super grave, d'origine alimentaire. C'est dû à une neurotoxine bactérienne qui est la toxine botulique. Comme la myasthénie, ça peut atteindre le bulbe et les muscles oculaires. Contrairement à la myasthénie, ça survient brutalement, dû à des aliments contaminés. Mais, petite différence, sur l'image de gauche, quand on soulève les paupières, on remarque une atteinte des pupilles avec une mydriase, ce que tu n'as pas lors de la myasthénie. Et en dernier, le syndrome de Claude Bernard Horner. Comme ressemblance, tu peux aussi avoir une ptose de la paupière, comme tu vois sur l'image, mais l'atteinte est souvent d'un seul côté, avec un myosis qui est plutôt serré. Et aussi une diminution de la sudation à l'hémiphase qui est atteint. Ici, c'est le gauche. Pour le diagnostic, c'est assez facile. Tu recherches les anticorps anti-acétylcholine qui sont présents dans plus ou moins 80% des cas, mais tu peux aussi avoir des formes séronégatives avec des anticorps anti-musc. Tu peux éventuellement réaliser le test au tensilant, mais en milieu hospitalier, car ça peut entraîner une bradycardie importante. Maintenant, on le réalise plus rarement, on va dire. L'électromyographie a une place importante pour le diagnostic. Lorsque tu stimules de façon répétée, tu auras une diminution de l'amplitude. N'oublie pas que dans la myasthénie, tu peux avoir une hyperplasie du thymus ou un thymome. Donc, toujours faire un scanner ou une IRM du thymus pour clôturer le traitement. Dans la fente synaptique, il existe des cholinésterases. C'est quoi ça? De façon physiologique, il existe un type de Pac-Man qui mange l'acétylcholine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter le nombre d'acétylcholine présent dans la fente synaptique? Et cela chez les myasthéniques qui ont peu de récepteurs libres. On peut viser ces cholinésterases avec des anticholinésterases, tout simplement. On aura ainsi plus d'acétylcholine disponible. Deuxième chose, vu que ce sont des anticorps qui vont s'attaquer aux récepteurs nicotiniques et empêcher la liaison de l'acétylcholine, on peut diminuer l'immunité, ce qui entraînera tout simplement la diminution du nombre d'anticorps. Easy. Et dans le cas où tu as une hyperplasie ou un thymome, la thymectomie permet d'améliorer les symptômes. Garde à l'esprit qu'une crise myasthénique peut entraîner une insuffisance respiratoire sévère. Et là, tu dois donner des immunoglobulines en IV ou une plasmaphérèse. C'est-à-dire que tu changes le plasma du patient riche en anticorps avec un plasma dépourvu d'anticorps. Les nouveau-nés des patients myasthéniques peuvent avoir une hypotonie qui est très importante.
Garde aussi ça à l'esprit, parce que les IgG peuvent traverser la barrière placentaire. Pour finir, les points clés. 1. La myasthénie est une maladie auto-immune. 2. Ça entraîne un déficit moteur qui, aggravé à l'effort, est variable. 3. Les anticorps aiment en premier les muscles qui ouvrent et qui font bouger les yeux. Ptosis, diplopie. 2. Le bulbe, la bouche qui tombe avec une voix off. 3. Les muscles de la nuque, voire de la ceinture scapulaire. 4. Le diagnostic. Souvent les anticorps anti-acétylcholine sont positifs, mais tu peux avoir des formes séronégatives avec des anticorps anti-musc. L'électromyographie est souvent contributive, avec diminution de l'amplitude lors de la stimulation répétée. 5. Le traitement, les anticholinésterases et les immunosuppresseurs. 6. On peut avoir une crise myasthénique avec atteinte respiratoire sévère. J'espère que c'était instructif et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.